Et en fait, il disait que sur le siège à sa droite, il y avait un bouquin de neuro, un bouquin de linguistique, et il cherchait à reprogrammer tout ça. Donc en fait, il a regardé les 3 bouquins et il a répondu au flic I am a neuro-linguistic programmer. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Déjà, comment tu ferais toi le parallèle entre ces deux disciplines? Le coaching, la PNL, est-ce que ça va bien ensemble? Est-ce que ça fonctionne ensemble? Est-ce que c'est deux choses vraiment très opposées? Bonjour Gilles. Salut Quentin, ça va et toi? Ben oui, carrément. Donc cool. Aujourd'hui, le but, c'est qu'on parle un petit peu de PNL avec toi qui est du coup praticien depuis plus de 10 ans. Ouais. On peut dire ça? Tout à fait. Voilà. Donc peut-être on reparlera de ton parcours, tout ça après. Mais du coup, l'idée aujourd'hui, ce serait déjà de dégrossir un petit peu qu'est-ce que c'est la PNL. C'est en même temps très connu et en même temps, sur certains aspects, pas du tout. Ouais. Donc voilà, on peut aussi dire quand même que tu as créé ton école de formation en PNL. Un organisme de formation, ouais. Ouais. Et en communication générale, comment tu le présentes toi? Ouais, en fait, j'ai créé un organisme de formation donc principalement sur des techniques de PNL, programmation neurolinguistique, tout ce qui touche à la communication, CNV, communication non violente, et tous les dérivés, tout ce qui te permet en fait de mieux communiquer, mieux te comprendre, mieux interagir avec les autres et mieux piloter son mental de façon, on va dire, très large. Ok, bon résumé. Cool. Alors déjà, est-ce que tu peux nous décrire globalement, enfin même un peu précisément, c'est quoi ce truc la PNL? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce truc? PNL, ça veut dire programmation neuro-linguistique. Donc à l'époque, Richard Bandler, quand il raconte ça, donc c'est 2 Américains, Richard Bandler et John Grinder, qui en 1975 ont créé cette discipline. Et le nom, il est assez drôle, donc c'est Richard Bandler qui le raconte dans ses séminaires, c'est qu'il était dans sa voiture en train de conduire aux États-Unis et il y a un policier qui l'arrête et qui lui dit Hi, enfin bref, il commence à interagir avec lui et il lui dit What is your job? Il lui fait en fait qu'est-ce que vous faites dans la vie? Et comme il était à ce moment-là en train de construire tout ça et que c'était vraiment au tout début, et en fait il disait que sur le siège à sa droite, il y avait un bouquin de neuro, un bouquin de linguistique et il cherchait à reprogrammer tout ça. Donc en fait, il a regardé les 3 bouquins et il a répondu au flic I am a neuro-linguistic programmer. Vraie histoire? Ah ouais. Tu l'as entendu de Bandler lui-même? Ouais, carrément. Et donc du coup, le flic, il a fait genre What is this? Et bref, il a commencé à lui expliquer de façon un peu vaseuse ce que c'était. Et voilà, et comme le flic, il voulait pas passer pour un blaireau, il s'est dit ok, on va le laisser passer, tu vois. Ok. Donc ça, c'est pour l'intitulé. Connais bien le style. Voilà. Et ensuite, si on reprend, alors c'est une discipline qui est tellement vaste, on ne peut pas l'expliquer en deux, mais les principes, c'est PNL, donc programmation neurolinguistique. C'est comment est-ce que le cerveau est programmé, quels ont été tous les conditionnements que tu as eus, qu'est-ce qui s'est passé dans ton esprit pour que, par exemple, tu réagisses comme ça de manière automatique dans une situation, comme ça dans une autre situation. Donc toutes les programmations mentales, toutes les structures mentales. Neuro, c'est système neurologique. Donc les neurones, tu as normalement, chez les gens, tu en as beaucoup dans le cerveau. Tu en as aussi énormément dans le ventre, mais de partout. Ce qui fait que si je t'appuie sur le pied, ça va faire aïe et le cerveau, il va remonter, le signal va remonter au cerveau parce qu'on a des neurones. Donc en fait, les neurones, ce sont des éléments qui transmettent l'information. Donc ça, c'est pour le N, neuro. Et ensuite, linguistique, c'est comme son nom l'indique, la langue, le langage. Et nos 2 compères, Bandler et Grinder, ils se sont dit, ok, mais en fait, est-ce qu'il y aurait un lien entre le langage et la manière dont on est programmé? Et ça a créé la programmation neuro-linguistique. Ouais, vas-y, et pour la deuxième histoire, sinon continue. et pour la deuxième histoire, en fait, à la base, pour ceux qui ont fait de l'hypnose, ils se sont énormément inspirés de plusieurs personnages. Donc, tu as eu Milton Erickson, évidemment qu'on ne présente plus pour tous ceux qui font de l'hypnose. Tu as eu Virginia Satir et Fritz Perls. Et en fait, ils ont pris ces 3 personnages parce qu'ils considéraient qu'ils avaient des compétences incroyables dans leur domaine, dans l'accompagnement, qu'ils arrivaient à avoir des résultats incroyables que les autres thérapeutes n'arrivaient pas à avoir ou pas aussi rapidement. Et du coup, ils se sont dit, ça nous intéresse, leurs compétences nous intéressent. Et en fait, ils ont modélisé, donc toi tu connais un petit peu, mais en fait, ils ont pris pour modèle ces personnages pour vraiment comprendre qu'est-ce qu'ils faisaient, comment ils faisaient, de quelle manière, etc.
Et donc, ils ont pris Ericsson au départ et vraiment les balbutiements de la PNL, par exemple Milton Model, Metamodel, etc. En fait, ils se sont dit, OK, comment Ericsson il fait pour hypnotiser des gens, par exemple? Et de cette compétence, ils sont allés chercher les modèles de langage qu'utilisait Milton Erickson. Ensuite, ils les ont rangés très soigneusement dans des boîtes pour créer des modèles. Et c'est pour ça que tu vois, par exemple, le Metamodel, le Milton Model. Donc, Milton Model, c'est le modèle de Milton Erickson, et ainsi de suite. Ok, ça marche. Du coup, si j'ai bien compris, je le savais un peu déjà, mais donc c'est un peu la rencontre entre deux universitaires quand même, parce qu'à la base c'est des universitaires. Ouais, c'était leur sujet, tout à fait. Pour l'autre histoire, ceux qui ne savent pas ça, en fait, c'était presque un sujet de thèse au départ. Ouais, ok, c'est ça. Qui a donné naissance au livre, alors le titre, je ne sais plus exact, mais c'est Patterns of Milton Erickson Techniques. Volume 1 et volume 2. C'est ce qui a été un peu le départ, c'est le prémisse des fondements, exactement. Et après, il y a eu Structure of Magic 1, Structure of Magic 2 et tout, mais qui sont venus un peu après, Ouais. Et puis on entend aussi Bandler beaucoup parler un petit peu du contexte dans lequel, enfin on pourrait se poser la question pourquoi ils sont intéressés d'abord à des accompagnants, des thérapeutes et pas par exemple, alors ils ont modélisé tout un tas de choses et tout un tas de personnes, mais dans quel contexte est-ce que tu peux en dire un petit mot alors on va dire de l'accompagnement, de la psychiatrie à cette époque-là. Au niveau du contexte, si tu veux, tu as eu des mouvements, en fait, tu as eu le mouvement, 75, il faut quand même se rappeler, il n'y a pas Internet, il n'y a pas les ordinateurs. C'est clair. Le TikTok, je t'en parle même pas. Et en fait, il y a eu des mouvements. En fait, il y a eu l'école de Palo Alto, il y a eu la cybernétique, il y a eu l'étude du langage, il y a eu Noam Chomsky, il y a eu plein de mecs qui ont commencé à faire d'excellents travaux. Et comme ils étaient très curieux, ils ont commencé à graviter les uns autour des autres. Tu vois, tu as eu Gregory Bateson, tu as eu Bandler et Grinder. Et en fait, tous ces gens, au départ, gravitaient de près ou de loin autour de Milton Erickson, entre autres. Ouais, ok. Cool. Qu'est-ce que je peux te demander ensuite? Tiens, maintenant qu'on en sait un petit peu plus, avant de te demander même comment ça fonctionne, tout ça, comment on l'utilise aujourd'hui en fait? À quoi ça sert la PNL? Dans quel domaine? Alors pour moi, la PNL, c'est une discipline qui est transverse. C'est pour ça que, en fait, c'est une discipline non seulement qui est transverse, mais qui est extrêmement profonde. C'est pour ça que, en vrai, c'est très compliqué si tu demandes à des PNListes qu'est-ce que c'est. Il y en a plein qui n'arrivent pas, et même moi, j'ai mis des années à vraiment en comprendre toute la portée, finalement. Comment on l'utilise? En fait, tu as la PNL, la discipline, et tu peux l'appliquer dans des champs particuliers. Par exemple, quelqu'un qui voudrait travailler sur sa mémoire, sur son système de mémorisation, je lui conseille très fortement de faire de la PNL. Quelqu'un qui veut booster ses performances, tu vois, rechercher par exemple les sportifs de haut niveau ou des gens qui dirigent des entreprises, je leur conseille très fortement de faire de la PNL. Donc tu vois, tu as des champs d'application. Tu as le champ d'application évidemment pour tous les thérapeutes qui veulent des outils solides, lisibles, compréhensibles et applicables. Je leur conseille très fortement aussi de s'intéresser de près ou de loin à la PNL. Tu vois, donc tu as des champs d'application. Ensuite, tu auras aussi un champ d'application simplement de communication. Donc, comment est-ce que je fais pour mieux communiquer? Comment est-ce que je fais pour mieux comprendre les autres? Comment est-ce que je peux adapter mon langage par rapport à l'autre? Et là, on est en one-to-one, mais c'est par rapport à un groupe, et si tu remplis un Stade de France, tel Johnny, tu peux le faire aussi. C'est un des avantages. Donc, une discipline transverse qui s'applique à des champs. Après, pour ceux qui veulent s'y intéresser, c'est cool de se poser la question, OK, qu'est-ce qui m'intéresse dans tout ça en fait? Ok. Ouais, donc en fait, pour toi, ça peut être applicable vraiment à des champs divers, dans le sens où ça touche à la communication. Ouais. Un truc que tu n'as pas forcément dit, mais est-ce que ça te paraît juste si on dit que, en fait, un des grands intérêts dans l'accompagnement, par exemple, c'est aussi que ça puisse... C'est des super outils de changement, en fait, tout simplement. Ça paraît un peu basique, complètement. mais... Alors, je rajoute encore un champ d'application qui est le dev perso. Si vous voulez faire du dev personnel, à un moment donné, de toute façon, pour moi, il n'y a quasiment que des dérivés de ça. Parce que si tu prends tous les gens très connus du milieu francophone, sans citer de nom, mais vous verrez très bien, de toute façon, c'est des gens qui se sont inspirés d'Anthony Robbins et qui a fait de la PNL. Si tu veux, tu as eu Bandler, qui a formé Robbins, et ensuite il y a eu plein de gens qui ont été, et c'est normal, fascinés par Robbins. Mais en fait, dès que tu fais du dev perso, ça va de toute façon taper de près ou de loin, mais je pense de même très près, à des outils de PNL, pour driver son cerveau, pour tout ça. Ouais, ok, ça marche. Toi, aujourd'hui, en gros, dans ton
ton école de formation, tout ça, etc., dans tes activités principales, tu l'utilises comment la PNL aujourd'hui? Ouais. Alors moi, la PNL, je l'utilise dans un premier temps dans la sphère perso, ça c'est évident. Donc à chaque fois que je vais rencontrer une nouvelle personne, alors évidemment je peux activer ou désactiver les modules pour pas être en analyste. Pas devenir fou. Voilà, pour pas devenir fou parce qu'en fait ça bouffe quand même de la bande passante. Donc premièrement dans la sphère perso, je vais l'utiliser quand je fais des nouvelles rencontres et également tu vois, tu vas rencontrer, par exemple, tu rencontres quelqu'un qui est très timide, très réservé. Si t'es pas trop débile, tu adaptes ta communication. Mais ça, c'est des erreurs que j'ai fait dans le passé parce que j'étais trop direct, parce que j'étais pas en observation et en écoute suffisante. Ouais. Et des fois, je choquais un peu des gens alors que c'était pas l'intention. Donc ça, tu vois, ce serait dans le domaine de la sphère perso. Après, toujours dans le domaine de la sphère perso, là, c'est pas pour moi, mais pour les gens, tu vois, ça pourrait être mieux communiquer avec ses enfants. Tu vois, les mamans, à chaque fois, elles raffolent de ça. Ils utilisent des techniques pour leur faire brosser les dents. Un peu manipulatoire. Tu préfères ranger ta chambre d'abord et ensuite te laver les dents. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc ça, c'est premièrement en domaine en matière perso. Et après, dans la sphère pro, évidemment, ça me sert alors, tous les jours. Dans mes coachings, quand je coach tu vois, des dirigeants, des entrepreneurs, des start-upers, évidemment, déjà pour comprendre, OK, c'est quoi le problème, pour rapidement structurer l'information, pour comprendre les forces, pour comprendre les faiblesses, bref, donc tout ça, c'est du pain béni, en fait, une boîte à outils de ouf. Et voilà, et après, même quand je rencontre des nouvelles personnes, c'est hyper intéressant aussi. Ok. Qui j'ai en face de moi, comment elle fonctionne. Par exemple, tu l'utilises au moment T, comme tu le disais, quand tu rencontres quelqu'un, ça passe par ta bande passante consciente, ou est-ce que finalement, pour toi, c'est aussi, ou même plus, un bon outil que tu mets en place au préalable? Eh ben, il y a les deux. En fait, en fait, la plupart de nos fonctionnements, ils sont inconscients. Là, par exemple, je suis en train de te parler, les réponses sortent toutes seules, tu vois. Je sais pas, à chaque fois, je fais pas pause à la vidéo, je vais écrire une dissertation, puis me dire, ça sort tout seul. Donc en fait, en tout cas, ça sera coupé au montage si tu fais ça. Tu vois, on va essayer de faire comment ça s'appelle en cinéma là, le truc, un plan séquence. Un plan séquence. Un plan séquence. Très classe. On challenge. Et donc tu vois, tu m'as coupé. Tu vois. J'ai vu. Donc oui, tes patterns de langage. Okay, je reviens. Tes patterns de langage, tu vois, tes patterns de langage, la structuration de tes idées, la manière dont tu parles, les temps de silence ou pas, tout ça, c'est non conscientisé. Ok. Tu peux le conscientiser et c'est une bonne chose pour travailler un outil spécifique. Tu vois, moi, comme je fais des ateliers, des formations, j'ai appris à poser ma voix, modifier ma rythmique, et ça, je l'ai fait consciemment. Mais en vrai, tu as différentes écoles, et on pourra en parler plus tard, mais tu peux carrément même bosser à un niveau inconscient, juste par l'expérience et l'observation, tu vois. Ok. Et donc, du coup, si je comprends bien, ça peut te servir justement à modifier toutes ces choses qui sont automatisées un peu, et qui agissent de manière inconsciente dans ta manière de faire, en les travaillant différemment. Par exemple, au préalable. Complètement. Tu prenais l'exemple de quelqu'un de timide, par exemple. Ouais. Bah oui, peut-être tu vas adapter ta communication, tu vas repérer qu'il est timide. C'est ça. Mais si tu as travaillé à l'avance ou modifié certains trucs, notamment avec des outils de la PNL, pour arriver le jour J et que tu t'adaptes naturellement même sans y penser, c'est presque encore mieux. En fait, le but, c'est un peu ça. C'est que dans toute phase, l'apprentissage, c'est quoi finalement? C'est déjà conscientiser quelque chose, cibler, répéter, améliorer, répéter. Et au bout d'un moment, la machine, elle est vachement bien conçue. Boum, ça tombe dans tes compétences inconscientes. Donc le but du jeu, évidemment, tel Milton Erickson, c'est de faire tout comme ça, sans même y penser, sans même avoir conscience de ce que tu fais. Mais de toute façon, il n'y a pas de raccourci. Enfin, je veux dire, les gens qui regardent ça, je vous vois venir, hein, c'est genre, ah ouais, trop bien. C'est comme dans Matrix, le mec qui lui télécharge, je sais faire du kung-fu. Tu vois. Ouais, mais non, tu vois, tu peux accélérer les choses comme ceux qui veulent, tu vois, t'as les grands buzz, apprendre l'anglais sous hypnose. Mec, tu peux, grâce à l'hypnose, te concentrer, mieux assimiler l'information. Oui, mais à un moment donné, t'as un temps incompressible d'apprentissage. Donc pour tous ceux qui veulent apprendre tout de suite, c'est mort. Mais voilà. Ok. Mais le but du devenir jeu... un bon praticien en PNL en 15 jours, c'est mort. C'est mort. C'est mort. C'est bien de le dire parce que tu as beaucoup de formations aujourd'hui. C'est mort. Et après, il y a aussi, ce qui est là où c'est très difficile comme question, c'est qu'en fait, tout le monde ne part pas de la même base. Tu vois. Ouais.
j'ai des stagiaires, moi, en vrai, d'entrée de jeu, ils sont trop forts. Ils sont trop forts en reformulation, en écoute active, en synchronisation, ils chopent les besoins. Et ça, de par leur histoire, ou parce qu'ils ont bossé, ou parce qu'ils étaient infirmiers, infirmières, ou un métier en lien avec les gens. Et Ok. si tu veux, alors faut jamais faire ça, ne faites jamais ça, mais se comparer, tu vois, si moi je me compare au tout début, ma base, par rapport à mes stagiaires jour 1, mais t'en as plein, mais ils sont 10 fois plus compétents que moi Ouais. à l'époque. Mais tout le but du jeu, c'est aussi ça, c'est conscientiser où t'en es, où tu veux aller, et ensuite y aller à ton rythme, tu vois. Ok. Ça me donne envie de te poser déjà des questions un peu spécifiques, mais on va rester de manière un peu large. Ouais, on parle beaucoup aujourd'hui de coaching, de PNL, on mélange aussi un peu les deux. Voilà, on en parle en bien, en mal de la PNL aussi. C'est vrai qu'on ne sait pas trop à quoi se référer, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Déjà, comment tu ferais toi le parallèle entre ces deux disciplines, le coaching, la PNL? Est-ce que ça va bien ensemble? Est-ce que ça fonctionne ensemble? Est-ce que c'est deux choses vraiment très opposées? Alors pour moi, ça fonctionne trop bien. De toute façon, tous les champs d'application que je t'ai dit tout à l'heure, ils fonctionnent de dingue avec la PNL. Tu vois, tu veux mieux communiquer, mais en vrai, fais de la PNL. Tu veux dev perso, fais de la. Pour moi, c'est vraiment, et c'est pas pour survendre la PNL, tu vois. Et pour moi, coaching et PNL, ça va carrément ensemble, puisque dans la PNL, tu vas étudier donc comment les gens y fonctionnent, quels sont leurs systèmes de valeurs. À travers le langage, tu peux aussi remonter aux perceptions qu'ils ont du monde. Tu vois. Donc tous ceux qui connaissent un peu le jargon, par exemple les croyances, tu peux les détecter très rapidement grâce à des outils de PNL. Comme tu étudies le langage, tu vas aussi, un peu technique, mais les présupposés. Tu vas aller choper les présupposés des gens, c'est-à-dire lorsqu'ils te parlent, grâce à ça, tu peux remonter très probablement à comment ils structurent l'information à l'intérieur d'eux. Et avec beaucoup d'entraînement, attention, à une vitesse fulgurante une fois que tu maîtrises ces outils. Tu pourrais nous donner un exemple de ça, enfin un peu plus concret? Ouais, carrément. Alors, faut pas que je donne de nom et tout, mais j'ai fait un coaching. J'ai fait, on va dire, des coachings récemment, je ne dirai pas quand. Et en fait, sous réserve de questions anodines, en fait, j'étais en train de choper des valeurs, hiérarchiser le système de valeurs, mais genre comme ça, entre le café et le dessert, tu vois. Ouais, donc t'arrives par exemple, la personne t'accueille t'es en train de la coacher, entre guillemets. Ouais, je lui pose des questions. Et tu lui poses des questions. Qui ont l'air normales. Voilà, mais la en personne vrai, ne se doute de rien et toi t'es déjà en train d'hiérarchiser l'information. Complètement. Et te dire, par exemple, on peut expliquer un peu plus ce que c'est un système de valeurs ou Ouais, tout à fait. Alors on n'aura pas le temps de tout développer, mais le système de valeurs, une valeur, c'est quoi? C'est quelque chose qui est important aux yeux de quelqu'un. Ouais. Tu vois, est-ce que par exemple, est-ce que la famille est importante aux yeux d'une personne? Si oui, alors il y a la valeur famille. Tu vois. Ok. Est-ce que l'argent est important aux yeux d'eux? Oui, alors il y a la valeur argent. Et en fait, à l'intérieur de nous, on a tout un système basé, tout un socle en fait, basé sur des valeurs. Et quand tu veux mieux comprendre ton potentiel client, que ce soit par exemple en coaching, je te conseille très fortement de piger qui tu as en face de toi. Ce qui est important pour lui en tout cas. Ouais, déjà. Pour piger quelqu'un, pour moi, un des axes, il y en a plein, tu vois, il y a les métaprogrammes et tout, mais c'est piger son système de valeurs. C'est qu'est-ce qui a de l'importance. Tu vois, tu peux avoir un filtre valeur, tu peux avoir un filtre besoin, et tu as différentes grilles de lecture comme ça. Et ce qui fait que, une fois que tu as pigé un peu, on va dire, les valeurs importantes de la personne, toujours entre le café et le dessert, je vais aller titiller, tu vois. Genre, tiens, mais, tu vois, il y a très longtemps, là, c'était pas la personne en question, mais il y a très longtemps, j'avais demandé à on bossait sur le système de valeurs avec une stagiaire, et je lui dis, tu vois, pour toi, je pense que la famille est très importante. Et là, elle me dit, oui, mais, genre, elle, tu vois. Sans plus. Ouais, sans plus. Dessus. Et là, j'ai fait, très bien. Je lui dis, pourquoi tu fais pas plus de séances? Tu vois, parce que t'es une thérapeute. D'accord. Elle me dit, blablabla. Je lui dis, très bien. Tu sais quoi? Fais plus de séances. Elle me dit, ouais, mais non, parce que si je fais plus de séances, je passerai moins de temps avec mon fils. Ok, je lui dis, mais on s'en fout de ton fils. Fais plus de séances. Et là, émotion, elle devient rouge. Et elle a pigé que non. En fait, la famille était plus importante que son travail. Ouais. Mais il y en a, c'est inversé. Il y en a, c'est le travail. Et en fait, on n'a pas à poser de jugement de valeur là-dessus, on s'en fout. C'est juste qui j'ai en face de moi
comment il ou elle fonctionne. Et en vrai, avec des outils de PNL et des outils de détection et d'écoute active, tu peux le repérer facilement. Ok, ça m'amène à plein d'autres questions, je t'en pose une qui me vient. Mais si je comprends bien, quand tu es en position PNListe, entre guillemets, que tu veux appliquer de la PNL en face de quelqu'un pour que quelqu'un accède à un changement, ou qu'il améliore quelque chose, ou qu'il se débarrasse, je sais pas, de n'importe quoi, une phobie, autre chose, pour l'accompagner, du coup, tu dois sortir de la notion de jugement. Ouais, bah oui. Ça paraît un peu essentiel. Tout à fait. Ouais. Du coup, ma question, c'est est-ce que c'était facile pour toi au début? Est-ce que c'est facile des fois pour toi? Comment tu vois les limites de ça, toi, dans ta pratique? Alors, est-ce que c'est facile de sortir du jugement? Ouais. Alors, pour moi, non, c'est pas facile. Par contre, et toi, tu fais du cabinet, pour tous ceux qui font du cabinet, moi, ma question, c'est, j'arrive même pas à comprendre comment ils le sont encore. Ouais. Parce que quand tu fais du cabinet, tu vois des trucs tellement hardcore, t'entends des histoires tellement ouf. Tout ce que par exemple, de prime abord, tu pourrais dire un grand classique, tu vois, c'est genre, cette personne est forte, cette personne est faible, tu vois le délire? Mais quand tu fais suffisamment de cab, mec, toutes ces notions, elles volent en éclats parce que ceux que tu considérais forts mentalement, tu t'aperçois que c'est des chiffres molles dans certains contextes ou situations, et ceux que tu disais, oh mon Dieu, la pauvre, je mets pas 10 centimes, et en fait, tu t'aperçois que c'est la personne la plus forte mentalement que j'ai jamais vue. Ouais. Et moi, vraiment, si j'avais dû, tu vois, parier, bah, y a plein de fois, je me serais trompé, quoi. Et ça, pour moi, je vois pas comment tu peux rester dans le jugement de valeur, tu vois. Bien sûr. Ça, et après, encore une deuxième, parce que vraiment, c'est hyper perso. Moi, il y a un truc qui m'a aidé de dingue, c'est les interviews de personnes que j'ai vues. Tu vois, moi, vraiment, dans les trucs qui m'ont fait exploser tous mes jugements, tu as une interview, alors il y a très longtemps, c'était une émission spéciale sur, je crois que c'était Patrick Sébastien. Et je te parle d'il y a plus de 15 ans, facile, peut-être même 20 ans. Et en fait, pour moi, Patrick Sébastien égale gros beauf, tu vois, à l'époque. Et en fait, il faisait toute une émission sur lui, donc ce qu'il avait fait, les caméras cachées, les trucs. Et en fait, j'ai complètement découvert des trucs incroyables qu'il faisait. D'accord. Et à la fin... Il t'a pas payé pour que tu dises ça. Non. Et à la fin, j'étais choqué. Mais vraiment, mais dans le bon sens. En mode, mais attends 2 secondes, là. Je le prenais pour un gros beauf, mais en fait, il a des qualités incroyables, il a des compétences incroyables. Pareil, en imitation, en truc, il avait fait des trucs, mais de ouf, tu vois. Et ça, c'est une des premières tartes sur le jugement que j'ai pris. Et après, récemment, pareil, j'en avais vu d'autres. Tu vois, vraiment, des grandes tartes que j'ai eues, c'est, je te le conseille très fortement, c'est Diams. Donc, tu as Diams, alors je sais plus de quand elle date, ce truc de plusieurs années, où elle arrive voilée, machin. Et ça, j'ai pris une gifle aussi, quoi. Ouais. Et la toute dernière où j'ai pris une gifle, comme quoi, les gars, c'est Jul. J'ai pris une des plus grosses tartes. En regardant une interview de lui. Ouais. Alors pas que. Alors en regardant 2 interviews de lui. Et après, c'était une vidéo un peu particulière qui décode le marketing par rapport à Jul. Ok. Donc en fait, il y a eu ça. Et en fait, j'ai chamboulé complètement ma vision de Jul. Et maintenant, alors je fais la distinction entre personnages. Ça serait peut-être une bonne phrase d'accroche. Mettez-vous à la PNL, chambouler votre vision de Jul. Non, mais vraiment, c'est un truc de ouf. Et en fait, dès que tu... Voilà, et en fait, moi, à partir de là, quand tu te prends 2-3 gifles comme ça, le jugement, pour moi, il dégage, quoi. Ok. Ouais, c'est ça, parce que ça paraît peut-être même facile à dire comme ça, je trouve, je juge pas, etc. Mais c'est vrai que dans la pratique, quand on est habitué à voir des gens qui, des fois, vont juste être opposés dans leur manière de faire ou leur manière de vivre, ou même leurs propres valeurs, aux valeurs qui sont prioritaires pour nous, essentielles, je trouve que c'est pas évident. Et... Regarde l'interview de Diams, parce qu'en fait, elle en parle. Tu vois, je vous fais un mini teaser, mais en fait, moi, là, elle l'explique trop bien. C'est qu'en fait, tu vois, elle disait... les gens, ils ont cru que j'ai pété un plomb, que j'étais riche, célèbre, je faisais des concerts, j'avais plein de thunes et tout, machin. Sauf que ce qu'ils oublient, c'est que t'as que, entre guillemets, le devant de la scène. Et les gens, ils se racontent l'histoire, tu vois. C'est-à-dire, bien sûr. Qu'est-ce qu'ils connaissent de Diams? C'est l'objet marketing. Voilà, et en fait, elle explique qu'elle était dans une détresse très, très, très profonde, tu vois. Mais genre des trucs... Et en fait, sauf que nous, on voit que ce qu'on veut voir. Tu vois. Et après, elle explique pourquoi elle a changé, etc., que c'était conscient, que c'était un choix, etc. Et en fait, elle parle de tout ça. Ouais.
Ouais, tout Tu à vois, fait. en gros, elle disait, mais pour rien au monde, je reswitcherais ma vie d'avant. Sauf que les gens, comme justement, ils émettent des jugements de valeur. Tu vois, un jugement de valeur, c'est quoi? C'est une estimation de quelque chose. Tu vois, est-ce que cette chaise là-bas, j'estime qu'elle a de la valeur? C'est ça un jugement de valeur. En fait, c'est les gens qui s'approprient les choix de Diams en disant c'est bien ce qu'elle a fait, c'est mal ce qu'elle a fait, elle est conne, elle n'a rien compris, elle était célèbre, c'est bien, mais être célèbre, c'est pas bien ou pas bien, en fait. Ça dépend des gens. Mais c'est une estimation de dire que c'est bien. Tu vois, est-ce que cette chaise, c'est de la qualité? Ça dépend du regard que j'ai dessus. Ça veut dire que toi, après toutes tes années de pratique de la PNL, tu as l'impression de ne plus avoir de jugement de valeur? Ou t'as les tiens? Comment tu le dirais? Ouais, bonne question. Je dirais que j'en ai beaucoup moins. J'en ai toujours parce qu'en vrai, je pense que le jugement, c'est un truc ultra ancré chez tout le monde. Ouais, est-ce que c'est forcément négatif, par exemple Est-ce que le but, c'est de n'avoir plus aucun jugement de valeur sur rien? Non, je pense pas. En vrai, à mon avis, pour moi, je crois beaucoup à ce que si un truc existe, c'est qu'il a une fonction. Et le jugement, pour moi, il a une fonction. Tu vois, alors j'ai pas creusé plus que ça, mais si on a la fonction juger, c'est pas pour rien. Ouais. Et je pense que la fonction juger, elle sert à quoi? Très probablement à prendre une décision très rapidement. Tu vois, par exemple, je rencontre quelqu'un, est-ce que je peux lui faire confiance ou pas? Mes jugements vont agir en tant que filtre pour me dire, ok, non, il a l'air dangereux, ok, c'est cool. Alors, ça se trouve, je me trompe, hein, mais ça sert à ça, je pense. Ouais, c'est pertinent. Tu vois? Ok, carrément. On parlait coaching, c'est un truc qu'on voit beaucoup. Alors aujourd'hui, le monde du coaching a envahi le monde de l'entreprise d'une certaine manière. Carrément. Peut-être pour le mieux, peut-être pour le moins bien, etc. Enfin, justement, parlons de jugement de valeur, on pourrait en parler longtemps. Ouais. Toi, comment tu vois l'utilisation de la PNL en entreprise, dans le monde de l'entreprise en général? Alors, c'est quoi? Comment on pourrait l'utiliser? Ouais, est-ce que c'est utile? Est-ce que ça ne l'est pas déjà? Et comment on peut l'utiliser et à quel niveau, par exemple? Dans ce monde-là, comment la PNL, en quoi c'est utile, si c'est le cas? Alors, moi, je partirais dans une direction où... Alors après, c'est mes croyances. Hein. Ouais. Moi, je suis un bisounours un peu, tu me connais, et j'ai l'impression que on pourrait faire beaucoup mieux que ça. Tu vois, c'est-à-dire que l'entreprise pourrait beaucoup mieux fonctionner avec beaucoup plus de bonheur à l'intérieur et beaucoup plus de bonheur pour tout le monde. C'est-à-dire, tu vois, un manager plus heureux, les salariés plus heureux, le dirigeant plus heureux. Je crois beaucoup à ça. Et si tu regardes un peu l'évolution, tu vois, maintenant tu as des scopes, tu vois, tu as des trucs où les entreprises, elles deviennent entre guillemets intelligentes. Tu vois. Et moi, comment je vois ça? Simplement déjà, un truc mais tout bête, mais qu'un manager comprenne les gens qui managent, ça me paraît tellement essentiel. Je ne dis pas qu'ils ne le font pas, mais je pense qu'avec des techniques un peu plus poussées, ils pourraient soit le voir plus facilement, ils pourraient les motiver plus facilement, ils pourraient, bref, et tout ça, moi, je crois beaucoup à ça. Ok, donc dans le sens des managers vers leur... C'est juste un exemple. Hein. Alors, manager, après je prends un autre exemple et après tu me demanderas ce que tu veux. Mais je sais pas, en recrutement par exemple, tu vois. Pareil, je dis pas que les recruteurs ils sont pas bons, je dis juste que si dans leur arsenal de techniques, entre guillemets, dans leur boîte à outils, ils rajoutent une corde PNL, c'est incroyable. Enfin, je veux dire, tu peux détecter les préférences des gens, leur système de valeurs, comment ils fonctionnent, qu'est-ce qui les intéresse, qu'est-ce qui les intéresse moins. Et ça, tu peux le faire grâce à des outils de PNL. Donc, pour tous les gens, par exemple RH, DRH, etc., tu pourrais mettre en place des trucs qui te permettent de mieux comprendre qui est en face de toi. Après, évidemment, il y a du aléatoire, tu vois. C'est pas parce que tu recrutes quelqu'un que finalement, ce sera adapté au poste. Mais ça, c'est des trucs on n'a pas la main là-dessus, en fait. Mais en entrée, moi, c'est un truc... tu vois, moi, je rêvais... S'il y a des recruteurs, là, un jour, moi, je rêverais de faire des missions un peu une fois de temps en temps, tu vois, juste de recrutement, tu vois, pour voir un peu... Ok. Et je ferais des trucs de PNL et ce serait très drôle, quoi. Ok. Donc, typiquement, on peut t'embaucher en tant que recruteur sur des courtes périodes. Pour virer des gens, par exemple, tu arriverais à bien formuler des choses pour qu'ils soient contents de partir. Bah, exactement. Mais le bonheur, qu'est-ce c'est qu'on dans attend? tous les sens. Bah oui. Donc, et après, attends, mais c'est quoi? Tu rigoles, mais en vrai, quelqu'un qui n'est pas heureux dans son travail, mais vraiment, hein, alors attention, ne démissionnez pas comme ça n'importe comment, mais quelqu'un qui n'est pas épanoui, qui déteste son travail, en vrai...
Enfin voilà, je sais, moi je l'ai fait. Il y a 10 ans, j'ai démissionné. Donc t'inquiète pas, je sais ce que c'est le ressenti que tu as quand tous les matins tu dis mais qu'est-ce que je fais là? Tous les soirs tu dis mais pourquoi je suis allé au travail? Puis le lendemain matin, c'est mais pourquoi je me lève encore ce matin? Enfin, il y a un moment donné, en vrai, si ça peut même aider des gens à partir plus vite et à construire ensuite un parcours cohérent et tout, pourquoi pas, hein. Ouais, ok. Tu connais la critique un peu générale qu'on fait beaucoup à la PNL et au coaching en général en entreprise. Il y a un peu cette idée que ça serait mettre des happy coach un peu partout pour faire accepter des conditions qui sont pas ou peu acceptables et que l'idée ça pourrait être... Alors attends, qui dit ça déjà? Bon, il y a beaucoup de gens, beaucoup de spécialistes, notamment, comment elle s'appelle, Des happy Drucker. coach? Ouais, alors tu vois cette philosophe qui s'appelle Marie Drucker, je crois. Non, bon bref. J'ai une culture très particulière, je filtre l'information moi, donc... Très bien, et ben justement je te la balance celle-là. Alors que dit Marie Drucker? C'est la fille de Drucker? Non en fait c'est une philosophe, c'est pas du tout la fille de Drucker, et c'est pour ça que j'ai un petit bug avec le nom, faudra qu'on revoie ça. Mais voilà, c'est quoi cette histoire d'appli coach? Bah en gros, l'idée, la critique qui est faite, c'est que on part du principe avec la notion de développement personnel, avec la notion de coaching, avec les outils qui tournent autour, etc. Qu'en réalité, la solution du bien-être vient de l'individu. Et donc, du coup, tu as beaucoup de gens qui vont intervenir sur son bonheur, sur la manière dont il doit vivre les choses. Mais du coup, ça questionne pas la structure de l'entreprise, les demandes de l'entreprise, etc. Alors, qu'est-ce que c'est le reproche, du coup? Je te prends un exemple caricatural. Imaginons, je bosse à Orange, tu sais, il y a eu tous ces ingénieurs qui se sont suicidés, etc. Et donc, du coup, j'ai des conditions de travail qui me poussent au burn-out, mais ce sont les conditions de travail. Du coup, on va utiliser des happy coach, des PNListes, etc. pour arriver, en tout cas, à ce que je sois bien dans le monde de l'entreprise, sans questionner, en fait, la base qui est ce qui se passe autour, c'est-à-dire les conditions de travail. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est pas un risque d'amener ça? Et alors, je t'en donne une deuxième question parce qu'elle va un peu avec, même si elle est un peu différente. C'est est-ce que finalement, parce qu'on parle beaucoup de bonheur et de bien-être, c'est hyper dans l'air du temps aussi en entreprise, dans le milieu du travail, etc. Est-ce que c'est forcément une bonne chose ou pas? Est-ce que c'est pas déjà un prisme de chercher à ce que tout le monde soit heureux dans le monde du travail, par exemple, plutôt que d'y mettre du sens, par exemple? Alors déjà, personnellement, j'ai jamais dit... Enfin, tu vois, toutes les notions que tu amènes, si on prend par exemple le bonheur au travail, moi je crois évidemment que si une personne aime son travail, elle sera beaucoup plus heureuse, beaucoup plus productive, beaucoup plus épanouie. Ça, pour moi, c'est la base. Tu vois, si je reprends moi, il y a plus de 10 ans, est-ce que j'étais heureux dans mon travail? Non. Est-ce que j'étais productif? On va dire ça va. Est-ce que j'aurais été plus productif si j'avais été heureux? Carrément. Tu vois. Donc déjà, il faut voir... là, tu m'amènes beaucoup de notions imbriquées les unes dans les autres. Mais déjà, pour moi, un individu qui est heureux, il est productif. Et en fait, quand tu es dans ce schéma-là, pour moi, je vois pas où est le problème, au contraire. Ça veut dire que l'individu, il est heureux, probablement son manager est heureux, il est productif, donc il produit, donc l'entreprise en a des bénéfices. Et moi, je vois ça comme un win-win-win dans tous les sens. Donc, what is the problem? Est-ce que c'est pas un outil à l'inverse qui peut créer de l'exploitation, qui peut être utilisé pour mieux exploiter? Maintenant, comme tout outil... Ça, j'en sais rien. Oui, mais ça pour moi... Oui, peut-être, mais de toute façon, tu sais, quand tu exploites les gens, il y a aussi des limites. Tu vois, tu me parles de manipulation là, tu me parles de quoi en fait? De toute façon, manipulation, c'est vrai qu'on le connote toujours négativement. Je sais pas si c'est pousser un individu à être plus productif alors qu'il le veut pas? Ouais, par exemple, ou en tout cas utiliser des techniques de communication en entreprise. Tu peux, mais pour moi, à chaque fois, il y aura une limite en fait. Ok. C'est-à-dire que oui, enfin, tu vois, c'est pour ça que je te parle vraiment de win-win-win. Quand tu es dans une configuration win-win, tout le monde est content. Si tu es dans une configuration où Tartampion manipule plus ou moins quelqu'un pour le forcer à... Ouais, mais la limite, tu vas la voir, ce truc-là. Enfin, ça craquera au bout d'un moment. Donc moi, je suis plus dans une logique... happy coach, en vrai, je sais pas ce que c'est, mais pour moi, c'est pas happy. C'est comment fonctionnent les individus et à quel point, parce que c'est hyper compliqué, hein, mais à quel point tu peux les aider à être plus épanouis dans leur travail, ou s'ils sont pas épanouis, évoluer de job, et si vraiment ils sont pas épanouis, pourquoi pas faire un autre job? Enfin, c'est quoi le problème là-dedans? Ouais, ok. Tu vois, moi je suis plus là-dedans, et après pareil, il y a aussi, parce que les gens, très souvent, ils simplifient la réalité. L'entreprise, son rôle premier, c'est pas que les salariés soient heureux, tu vois.
c'est qu'ils vendent des produits ou des services. Et ça, faut pas le perdre de vue non plus. C'est-à-dire que moi, je suis pour que les gens ils soient heureux, je suis un bisounours, mais à un moment donné, une entreprise, financièrement, elle peut pas tenir si elle fait pas son job premier, qui est la vente d'un produit ou d'un service. Tu vois ? Donc pareil, en fait, il faut jongler, et c'est pour ça que c'est compliqué. C'est pour ça que les syndicats, ils gueulent, et, tu vois, parce qu'en fait, tu as des forces en jeu dans tout ça. Mais en vrai, l'entreprise, elle est là pour vendre un produit et un service, point. Tu vois ? Ok. Donc je comprends le lien mieux avec la PNL, en tout cas comme tu le présentes. Voilà, après, Ouais, ok. c'est simplifié ce que je raconte, mais ouais, je crois à ça, bien sûr. Yes. PNL du coup, en soi, est-ce que tu pourrais présenter 2-3 outils de la PNL simples qui pour toi font du sens, qui peuvent être applicables facilement, sans faire un cours, hein, Ouais. mais qui font du sens, qu'on peut utiliser soit tout seul déjà, soit dans des contextes assez habituels de vie. Allez, ça marche. 2-3 Ouais. outils. Donc, premier outil, un outil de base, mais hyper important. Donc, c'est les canaux de la communication, a.k.a. VACOG. Ouais. Donc, c'est visuel, auditif, kinesthésique, olfactif, gustatif. Ce sont les 5 sens. Donc, déjà, un outil de base, c'est se familiariser avec la notion des 5 sens. Tout ce qui est propre C'est-à-dire à la vision, ce que je vois, la luminosité, les couleurs, un paysage, une forme, etc. Tout ce qui est propre au son, donc les sons que j'entends, pareil, d'où ils viennent, d'où ils proviennent, la texture des voix, etc. Le kinesthésique, donc c'est le ressenti, les émotions, les sensations à l'intérieur du corps. Et juste avec cette notion, et ensuite olfactif, gustatif, pareil sur l'odorat et le goût. Et déjà cette notion-là, en vrai, tu peux dériver cette notion-là et faire plein de trucs avec. Mais déjà, mieux se comprendre avec ça, donc déjà mieux comprendre la notion de VACOG, te permet de mieux te comprendre. De manière simplifiée, mais j'y crois, tu peux te dire qu'il y a des gens qui sont un peu plus visuels, l'accès visuel est plus facile. Tu vois, ils vont créer de l'imagerie mentale plus facilement, se projeter plus facilement. Bah déjà, rien que le fait de le savoir, ça me paraît cool. Tu vois, tu te connais un peu mieux et ça fait plaisir. À quoi ça peut te servir, par exemple, de le savoir concrètement ? Imaginons, Ouais. je repère que mon accès visuel est prédominant. Eh ben, on va l'appliquer à un truc très concret. Tu vois, si tu es un étudiant ou même pas un étudiant, tu veux apprendre plus vite, plus facilement, tu veux mieux enregistrer l'information, je te conseille de bosser sur ton VACOG. C'est-à-dire, quelles sont tes stratégies et quel est le canal que tu privilégies pour apprendre ? Ok. Très, très concrètement, tu veux apprendre les tables de multiplication, est-ce que tu vois les chiffres, tu les projettes et c'est cool, tu as les résultats, ou tu te dictes les chiffres. Ouais. Tu comptes en disant 3 plus 3 égale 6. Et en fait, il n'y a pas un système qui est forcément mieux que l'autre. Il faut juste trouver le système qui fonctionne sur soi et ensuite l'appliquer. Tu vois, ça c'est hyper concret et super balèze. Ah, ok. Exemple hyper concret. Ouais. À l'époque, je m'étais formé, donc tu vois, j'ai un très très gros bagage en hypnose, tu le sais. Et au tout début, certains de mes superviseurs, dédicaces, ils me disaient mais Gilles, déjà ils ne me voyaient pas prendre de notes. Donc dans les cours, j'étais comme ça, j'étais subjugué et ça me suffisait. Et en fait, il y en avait qui m'avaient un peu, qui m'étaient rentrés dedans, en mode mais Gilles. C'est le moment de te venger, profite. Non, pas du tout, pas du tout. Mais genre, non, mais je pense que en vrai, c'était une incompréhension de leur part, tu vois. Ils étaient là en mode mais, tu vois, jugement, ils disaient mais tu t'en fous là, c'est quoi le truc là, tu t'en bats les couilles quoi. J'étais là en mode bah non, j'étais fasciné, tu vois. Mais en fait, parce que moi, juste, on va dire, le visuel, la projection, la voix, tu vois, j'enregistrais les informations. Et en fait, ça me suffisait pour avoir cette rétention d'informations. Ok. Et donc, dans les conseils que m'avait donné, il m'avait dit Gilles, tu devrais écrire des suggestions. Et en fait, la première fois où j'étais là avec mon stylo devant ma feuille, il n'y a rien qui sortait. Tu vois, j'étais en mode ça me saoule en fait, ce truc-là. Par contre, mon système d'apprentissage, c'était j'observais des vidéos d'hypnotiseurs, j'écoutais son phrasé, et ça, j'apprenais 10 fois plus vite qu'en écrivant des trucs qui me saoulaient. D'accord. Donc tu en fait, passais par exemple déjà par ton canal visuel, et ensuite par ton canal auditif, et là ça te permettait de mémoriser facilement. Alors ça, et ensuite dans un troisième temps, comme moi je suis en plus très kinesthésique, le faire en fait. Et pour moi, dans mon système, bon, on n'a pas le temps de développer les strates, tu vois, mais dans mon système, c'est voir, écouter. Déjà, ça suffisait, puis ensuite faire et itérer.
Et voilà, et c'est tout. Et en fait, j'ai fait ça de A à Z. Je n'ai jamais écrit de ma vie une suggestion. Et tu as des hypnotiseurs, par exemple, ils vont être là, oh, je suis un mauvais hypnotiseur, j'ai pas écrit des... Mais on s'en fout en fait. On s'en fout. C'est qu'est-ce qui fonctionne pour toi et applique-le. Et ça, tu l'as grâce au Vacoy. Donc, premier outil très concret, tu vois. Deuxième outil très concret, la synchronisation. Bon, bah là, c'est simple. Si vous voulez améliorer vos relations interpersonnelles, si tu veux rentrer plus facilement en contact avec quelqu'un, créer un lien plus facilement, comprendre et t'amuser un peu plus, que ce soit plus fun, tu utilises la synchronisation. Ok. Donc tu te mets en phase, on va pas développer parce qu'on n'a pas le temps, mais tu te mets en phase, tu regardes comment il parle, tu regardes sa gestuelle, tu écoutes le ton de sa voix, tu te calques à peu près ou même sur son rythme, et voilà, et tu verras que la communication est grandement facilitée. Ok. Un petit troisième? Allez, un petit troisième. Les ancrages. Oui, parlons des ancrages. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Bon, et ben l'ancrage c'est quoi? C'est rapidement, c'est un stimulus, donc en fait un déclencheur, qui déclenche un état. Et alors pareil, on va pas développer, mais en fait c'est la base même du fonctionnement du cerveau et de comment le cerveau il enregistre les informations. En fait, ton cerveau, qu'est-ce qu'il fait qu'il mémorise? Il prend des infos et il les colle. Ouais. Et ensuite ça déclenche ça. Ça déclenche ça. Donc en fait, même ta mémoire, la base, c'est l'ancrage. Donc en fait, tu prends un système, le système de ça, l'ancrage, donc c'est un stimulus qui déclenche un état. D'accord, donc le cerveau associe une chose à une autre, et du coup, le déclenchement de la perception d'une de ces choses entraîne l'autre. Très concrètement, c'est quoi? C'est t'entends une musique, bam, t'as la patate directe. Tu montes sur la table, t'as envie de sauter. Yes. Et danser sur la table, et ben ça veut bien dire qu'un stimulus, donc là pour le coup auditif externe, flèche, kinesthésique, et ça y est, tu vois. Ouais. Donc ça c'est l'ancrage, et comment tu peux l'utiliser? Alors moi par exemple, un des ancrages que j'ai énormément bossé, et maintenant c'est bon, c'est acquis depuis très longtemps, c'est la concentration. À l'époque, un énorme problème que j'avais, c'est la concentration. Or, quand tu parles avec quelqu'un, tu vois, là je suis concentré là, sur ce qu'on fait, il n'y a que ça qui existe là. Mais à l'époque, avant de faire une séance, tu vois, j'avais 50 idées de partout. Ouais. Et ce qui fait que quand la personne elle arrive, en fait t'es dans tes idées. Dispersé. T'es complètement dispersé. Et t'es là, mon Dieu, il faut que je pense à ça, truc bidule, tu fais ta liste de courses, tu penses à ce qu'il y a dans ton frigo, enfin des trucs qui n'ont rien à voir. Et en fait ça, pour moi, c'est un des pouvoirs absolus, tu vois. C'est d'arriver à canaliser et de créer un état rapidement, à force de le faire évidemment, parce que c'est pas venu comme ça, tu vois. Ça pour moi... Donc ça, c'est quelque chose que par exemple tu as travaillé avec la PNL, Ouais. c'est-à-dire que tu t'es dit, tu me corriges, hein, mais je vais me créer un état dans lequel je suis concentré. Alors je m'étais dit plutôt, il faut absolument que j'arrive à me concentrer plus facilement, plus rapidement. Ok, et du coup, comment tu as fait pour faire ça? Et bah au tout départ, j'ai appliqué, on va dire, des protocoles, donc un process, tu vois, un process. pour canaliser mes pensées, etc. Et après, pareil, on n'a pas le temps, mais à base de Sumoda, de trucs comme ça, quoi. Ok, ça marche. Et grosso modo, en accéléré, ce qui s'est passé, c'est que vraiment, je te parle d'il y a 10 ans. Il y a 10 ans, je mettais, je sais pas, peut-être, allez, vraiment dans le pire des cas, une demi-heure à me concentrer, quand vraiment j'étais très, très, très dissipé. Ouais. Ensuite, j'ai fait mon protocole, je l'ai répété, et puis au bout d'un moment, c'était 15 minutes. Puis après, c'était 10 minutes. Et en fait, le cerveau, t'inquiète, c'est bien fait. Au bout d'un moment, ça a raccourci le temps. Ce qui fait que, au point que maintenant, et parce que je l'ai beaucoup fait, j'arrive, je me pose, je regarde dans les yeux, ça y est, je suis là, quoi. Pareil, tu sais, quand je fais des démonstrations en séminaire, en formation, la personne, elle arrive, poum, je la regarde dans l'œil là, et c'est bon, j'y suis. Et comme si en fait tu l'avais répété, et au bout d'un moment ça s'est ancré, on peut le dire comme ça ou pas? C'est exactement ça. En fait, tu répètes, tu vas coller un état avec un déclencheur particulier, tu vois. Ouais. On pourrait dire que maintenant, entre guillemets, mon ancrage, c'est de regarder dans l'œil qui est à ma gauche, donc ton œil droit, pour être concentré, tu vois. Okay. Et ça s'appelle un ancrage, et en vrai, juste cet outil-là, tu peux le déployer à l'infini, tu vois. Tu prends... tu vois, les dirigeants, un dirigeant dissipé, c'est chaud, tu vois. Un sportif de haut niveau, c'est chaud, etc. Tu vois. Il y a pas longtemps, je parlais avec un joueur d'échecs, et en fait, je lui ai évoqué l'ancrage en lui disant que même, tu vois, dans ta manière, c'est-à-dire au moment où tu t'assois, tu veux être dans quel état quand tu joues. Et ça, je pense qu'en fait, les grands champions,
ils l'ont. Alors, à mon avis, ils l'ont de base, ou c'est de la chance, ou j'en sais rien, tu vois. Or, les gens qui font vraiment de la prépa mentale, mais la manière de commencer, par exemple Nadal, je suis sûr et certain à 100% que quand il sert, il est dans un état particulier. Tu vois. Donc ça, ce serait les ancrages, et c'est de la bombe, quoi. Ok. Donc ça peut servir, par exemple, ce genre d'outil. Ça peut servir. À te mettre dans un état particulier à un moment donné. Petite ambiguïté. Pas mal. Ouais. Ça peut servir à quoi d'autre, du coup? Ça peut servir à... Quoi, les ancrages, tu veux dire? Ouais, les ancrages. Et plein de trucs. Il y a plein de gens qui ont très très peur de parler en public, tu vois. Ouais. Et c'était ma peur avant. Pareil, l'ancrage peut être un ou plusieurs ancrages même. Pour arriver dans un état particulier. Ça, c'est une chose, donc un espèce de préconditionnement qui fait que quand il arrive, pouf, il y a un état, on va dire, le meilleur état possible, quand bien même tu as hyper peur et tout, de switcher d'état. Et après, tu pourrais aussi avoir en espèce de pompier, genre, il y a une émotion qui arrive ou la peur qui arrive pendant que la personne est en train de parler. Là, tu pourrais aussi avoir un ancrage pour redescendre, tu vois. Ok, donc typiquement, je suis hyper timide, j'ai envie de parler devant pas mal de personnes, etc. Ouais. Je peux me fabriquer des ancrages, concrètement. Complètement. Et moi, il y a même, tu vois, pour préparer une conférence et tout, à un moment donné, j'avais préparé une conférence qui était le challenge du moment à cette époque. Je m'étais entraîné dans mon salon. Il n'y avait personne dans mon salon. Et c'est ça qui est génial. Ça veut dire que tu peux bosser à la maison, clairement, tu vois, et en fait te conditionner. Donc en fait, ce qui est génial aussi, après il faut le faire, il faut le répéter, ça ne vient pas comme ça, attention. Mais tu peux te conditionner dans un tout autre lieu, dans n'importe où, pour ensuite ramener avec toi, comme on va dire ressource mentale et émotionnelle, un état, tu vois. Ok. Donc en fait, est-ce que c'est juste aussi si on dit que la PNL a des outils qui vont nous permettre de créer des nouveaux ancrages, de les associer ou peut-être d'en désactiver certains, d'en séparer certains, ce genre de choses? Complètement. Ok, cool. Tiens, la PNL, si j'ai bien compris, elle se veut un peu transversale, c'est-à-dire un peu une sorte de métadiscipline. C'est ma vision en tout cas. C'est ta vision à toi, ouais. Qui a l'air d'être partagée par pas mal de... Parce que tu peux négocier, enfin voilà, tu peux faire plein de trucs, quoi. Voilà. Et du coup, dans cette idée-là, sachant qu'on est tous humains, enfin si on prend le grand groupe des humains, est-ce que tu penses pas que... Il y a des animaux dedans. Il y a des animaux, on va rester. Il en reste encore un peu. On est un peu des animaux. Tout à fait. On est des singes avec des lunettes et des chemises. Voilà, tout à fait. Donc nous, singes à lunettes et chemises, est-ce que du coup, on pourrait appliquer de manière indistincte les règles de la PNL à des cultures qui sont complètement différentes de la nôtre, par exemple? Alors, qu'est-ce que selon toi, est-ce que c'est question universalisable, la PNL, en fait? Pour moi, oui. Ok. Puisque, tu vois, toi, tu connais Paul Ekman et ses travaux sur les émotions universelles. Oui. Voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas, allez fouiner Paul Ekman. En fait, il est allé chercher de partout dans le monde, chez les Papous, en Sibérie, chez les Inuits, machin. Et en fait, il en a trouvé que tu avais 7 émotions qui étaient universelles. Donc la joie, la peur, bref, tu connais, sont universelles. Mais ça veut bien dire que tu vois, tu as une base qui est commune. Et pour moi, le fonctionnement, il est commun. Donc après, évidemment, ce qui va changer, ça va être le langage lui-même. Tu vois, je ne connais pas l'indien ou le farsi, ou je ne sais pas, tu vois, en Iran, etc. Je ne connais pas cette langue-là. Donc évidemment, on va dire, dans les constructions grammaticales, dans les constructions syntaxiques, évidemment qu'elle n'aura rien à voir avec du français, avec un alphabet latin. Tu prends un alphabet cyrillique, tu vois, en Ukraine ou Russie, évidemment que les structures sont différentes. Le chinois, je ne connais pas du tout, mais j'imagine que ça n'a rien à voir. Donc les structures de pensée aussi sont différentes? Oui, par contre, on va dire, le langage, c'est qu'un accès à tout ça. Tu vois, tu pourrais, si on faisait un petit jeu, tu pourrais gommer complètement le langage, mais les ancrages, ils fonctionneraient quand même. Ouais. Les sous-modas, ils fonctionnent. Tu vois, tu prends les bébés, ils n'ont pas le langage, mais ils ressentent des choses, ils captent des choses, ils voient des choses, ils sentent des choses. Tu vois, donc en fait, tu as tout l'aspect, on va dire, connexion pure ou enregistrement de l'information qui n'a rien à voir, enfin, qui est connecté au langage parce qu'on étudie le langage, mais elle est là intrinsèquement, en fait.
Ok, ouais, donc pour toi, par exemple, Tu vois, si ça se trouve, le les principe chiens... de l'ancrage, il est valable pour tous les êtres humains, comme il est Ah valable ouais. pour les chiens, pour le coup. Bien sûr, le chien de Pavlov et tout, tu vois, Voilà. je suis pas on n'est pas dans la tête des chiens, mais peut-être qu'ils font des rêves en train de courir derrière un os, tu vois. Ouais. C'est comme dans Tintin, tu vois. Ouais, Mais ils n'ont pas besoin de langage pour ça. ok. Donc pour moi, ouais, c'est universel. Après, ce qui serait drôle, mais on n'a pas le temps, ce serait justement d'aller piger à travers le langage, est-ce que ça change quelque chose au niveau des perceptions, etc. En vrai, je suis pas certain. À part vraiment du dialogue intérieur de chinois, tu vois, qui serait D'accord. différent d'un dialogue intérieur, mais parce que basé sur le langage. Après, sur vraiment le système, on va dire visuel, perceptif. Pour toi, la structure est la même. Ouais, je pense. Ok, ça marche. Autre outil qui est très connu et qui est peut-être un des plus connus et qui est très controversé de la PNL, les accès oculaires. Ouh là là, sujet Gros sulfureux. sujet, hein, très sulfureux. Donc les accès oculaires, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Ouais. les yeux qui bougent et qui vont chercher des informations. Et donc, Et donc du coup, est-ce que pour toi déjà c'est comme c'est controversé, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de... Enfin c'est un des premiers trucs qui a été étudié après, ce qui fait que la PNL n'est peut-être pas rentrée au niveau universitaire dans un deuxième temps, en tout cas elle n'est pas reconnue aujourd'hui comme une discipline universitaire. à cause de ça, En partie parce qu'ils Ah ils ont fait ouais, beaucoup de tests et ils se sont rendus compte, dans les tests qui ont été faits en tout cas par pas mal de chercheurs en neurosciences, je que resterai les toujours accès fasciné oculaires... par les gens qui sont que dans la scientifique pure, tu vois. Je Oui, respecte après, ces qu'est-ce gens. que ça veut dire? C'est plutôt un conglomérat de ce qui va être reconnu ou pas dans The Lancet, dans Ok. les grands magazines médicaux et neuroscientifiques. Ouais. Mais ouais, en tout cas, c'est quelque chose qui n'a pas été validé par la communauté scientifique. Et du coup, qu'est-ce que tu en penses de toi, de ce truc-là des accès oculaires? Est-ce que c'est efficace? Est-ce qu'on peut Ok. s'appuyer dessus? Est-ce que ça marche ou pas? Je vais répondre en 2 temps. Oui. Premier temps, moi je suis un mec du terrain. En fait, moi je ne fais que le terrain, l'expérience terrain, ce qu'on pourrait appeler l'usage en fait. Moi je viens de ce milieu-là, il n'y a que ça qui me parle, donc en fait tu pourras m'expliquer. Tu vois par exemple, Richard Bandler il en parle de tout ça, tu vois. Genre ils disent, oui mais avec la PNL tu peux pas aider les phobies, machin truc. Ouais mais si je le fais et que ça marche, tu pourras me dire que l'article L numéro 212 du code des scientifiques, Ouais. qu'est-ce que je m'en fous en fait, tu vois? Et moi je suis de cette école-là. Pareil sur l'hypnose, ils sont là à se masturber, est-ce que ça existe? Mais mec, t'as déjà vu des gens dans des états d'hypnose? Oui. Tu le vois qu'ils sont pas dans des états normaux ces mecs-là, à un instant T. Donc moi, tu montes n'importe quel truc scientifique, je m'en fous en fait. Puisque j'ai des yeux, j'ai des oreilles et je sais ressentir les choses. Ouais. Tu vois? Donc les accès oculaires pour toi? Pour moi, ça marche. Ok. C'est moi, ça un marche. outil que tu utilises beaucoup. Enfin, que tu utilises. Ouais, bien sûr. Alors, de manière ciblée, tu vois, faut toujours aussi... j'invite les gens à se poser les questions, pourquoi tu utilises tel ou tel outil? Ok. Tu vois? À un moment donné, volontairement, j'ai pris les accès oculaires, je les ai mis au placard pendant un bon moment. Mais en vrai, c'est un outil supplémentaire. Par exemple, tu peux les utiliser sur les strates. Tu peux sur les strates, sur des sauts modal critiques, tu peux l'utiliser sur plein de trucs en fait, les accès oculaires. Et vraiment, moi, vraiment l'usage, pour moi ça marche, mais genre validé à 10 000 %. Après... Ah, tu viens d'avoir une image. Ah ouais? Non, on va zoomer Ça sur marche les ou yeux. pas? Ah putain, mais oui, ça marche. Oui, mais pour moi ça marche, tu vois. Et Ok, j'ai fait, attends, super. il y a quoi? Il y a même pas 2 semaines, j'ai fait une formation, une initiation. Ouais. Et t'en avais un, il était là hyper sympathique avec des lunettes rondes, tu vois. Et en fait, il était là-haut et il décrivait qu'avec un champ lexical visuel. Et après, il est allé là et il avait qu'un champ lexical de Kinesthésie. kinesthésique. Donc, à un moment Des donné, sensations. quand ça fait 3000 fois que tu vois ça, ouais, carrément. Pour moi, ça marche. Ok, cool. Autre question, je rebondis sur ce que tu as dit. Pareil, Bandler, il a été pas mal. Ah oui, dernier truc critiqué. d'ailleurs, hyper Vas-y. important par rapport à Bandler. Tu vas sur Facebook ou sur Internet, tu as plein d'informations de part et d'autre, tout le monde donne son avis, machin. Et à une grande époque, on devait être à, j'en sais rien, peut-être 2014, tu vois, un truc comme ça. Et ça parlait énormément des accès oculaires. Et on citera pas de nom, mais des mecs, on va dire, connus et même respectés, que moi je respecte, disaient Bandler a dit, même lui dit que les accès oculaires c'est n'importe quoi. Ouais. Et ça, je l'ai vu plein de fois. Et du coup, j'étais en mode, c'est bizarre parce que moi j'ai l'impression que ça marche.
Et du coup, au bout d'un moment, j'en ai eu marre. Et pour plein de raisons différentes, je me suis dit, je vais aller directement me connecter à la source et je vais entendre de mes propres oreilles ce que l'animal il dit. Tu vois, pour virer tous les filtres de Tartampion a dit que machin, je m'en fous. Donc je suis allé me former avec Richard Bandler, donc c'était à Londres, je sais plus, en 2014, je crois, 15, je sais plus. Et on a étudié quoi? Les axes oculaires. Les axes oculaires. Donc si tu veux, tu as les informations parsemées, tu sais pas d'où ça sort d'Internet, et après tu as lui-même en face qui t'explique les axes oculaires. Et après, c'est vraiment là où c'était incroyable. Alors je crois que c'était Kathleen, donc Kathleen Laval, hyper forte, PNListe, donc on va dire équivalent de bras droit de Bandler. Elle a fait une démo sur la dyslexie. Donc c'était une dame, je crois qu'elle était israélienne, elle devait avoir 50 ans et quelques, et elle a dit, ok, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dyslexique ici? Donc il y a la nana, qui est dyslexique. J'ai entendu, ouais. Elle a dit, moi. Je vais pas te reprendre. Et donc elle a dit, viens là madame, et elle arrive. Et elle commence la démo, elle lui fait, ok, si je te dis un nom, est-ce que tu es capable de l'épeler? Et là, elle dit non, pas capable. Et là, elle commence une démo sur les axes oculaires. Un bijou. Et franchement, en 20 minutes, et encore 20 minutes parce qu'elle expliquait. Plus de dyslexie. Torché, elle lui a dit très bien, maintenant, tiens, épelle-moi ce mot-là. Et la nana, bam, 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 bam. Tiens, épelle-moi ce mot-là, bam, bam, bam. Bon, bah voilà. Ok. Et après, je l'ai refait ça aussi. C'est convaincant pour toi. Ouais, bien sûr. Oui, je t'ai vu le faire aussi. Ah bah voilà. Ok. Pareil, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, Bandler a peut-être été critiqué beaucoup sur, tu sais, cette annonce un peu forte qu'il faisait dans 5 minutes, on soigne une phobie, tout ça. Ce qu'on entend, surtout du côté psychanalyse, psychothérapie plus classique, etc., c'est on soigne le symptôme. Voilà. Et You treat only the symptom. You treat only the symptom. Yes. C'est ça. Du coup, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que déjà c'est une bonne chose de soigner une phobie en 5 minutes? Alors, je vais citer une vidéo, je ne sais plus où, que j'ai vue de Bandler, où il dit to start with, treat the symptom is the point. En vrai, quand tu as un problème, tu commences par le symptôme. Tu le règles en fait. Enfin, les gens, quand ils viennent te voir, ils disent j'en peux plus, monsieur Garnier, je voudrais arrêter de fumer. Ils veulent, comme ce qu'ils viennent de dire, arrêter de fumer en fait. C'est le symptôme. Ils n'arrivent pas, ils en ont marre, ils veulent le régler. Donc en vrai, Bandler, moi ensuite, il a une approche hyper, on va dire pratico-pratique. Tu as un symptôme, tu veux le régler, tu vois. Quelqu'un qui se pourrit la vie pour aller voyager parce qu'il a peur de l'avion, t'as pas envie de traiter le symptôme. Je suis un peu l'avocat du diable, j'y vais jusqu'au bout. Non mais il y a un moment donné, tu as envie de prendre l'avion et aller t'éclater, c'est pas où. Est-ce qu'il n'y a pas un risque après de déplacer le symptôme sur quelque chose d'autre ou enfin ce qu'on entend beaucoup, pareil. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de en fait repousser l'attention à l'intérieur qui était canalisée par le symptôme et que la personne développe des troubles différents ou qu'elle décompense, j'en sais rien. Écoute, en fait l'idée c'est... Ton point de vue. Mon point de vue c'est probablement... Alors je dis pas que c'est vrai ou faux, mais déjà si tu traites le symptôme, il se répercute ailleurs. Donc en fait, alors je sais pas qui dit ça, mais ça veut dire que tu peux jamais régler un problème en fait. C'est ça. Après 10 ans de psychanalyse. Non mais... je plaisante un peu, mais... Non mais pour de vrai, en fait si tu prends un symptôme, que apparemment tu le traites pas et qui va ailleurs, donc j'imagine que tu vas là après, et qui bifurque encore ailleurs, mais ça dure combien de temps ça en fait? Et moi les questions que je me poserais c'est, qu'est-ce qui fait que, au bout d'un moment, c'est bon, t'es guéri. Donc en fait, si jamais t'avais cette approche, on va dire psychanalytique ou je sais pas trop quoi d'ailleurs, où ça se déplace, la question c'est comment... comment tu le sais? Comment tu le sais? Comment ça s'arrête de se déplacer? Quels sont les ingrédients principaux qui font que ça y est, on est guéri? Moi, c'est des questions que je me poserais. Tu vois? Parce que je dis pas qu'un symptôme, il peut pas bifurquer vers un autre problème. Par contre, traiter le symptôme, franchement, je pense que c'est une bonne chose. Après, il y a la manière de le faire. C'est-à-dire, si tu prends en compte l'écologie, le système, l'individu, ses croyances, bref, tout ça, il faut prendre tout ça, mais avec cette vision-là, traiter le symptôme carrément. Par exemple, prenons le cas un peu classique d'une personne qui veut arrêter de fumer ou qui doit arrêter de fumer pour des raisons de santé, mais qui est très très anxieuse, qui a que la cigarette comme source de plaisir dans la vie, etc. Est-ce que là, par exemple, je sais pas, tu vas la dégoûter du tabac ou Alors moi, je fais jamais des dégoûts de tabac.
J'ai aidé beaucoup de gens à s'arrêter de fumer, mais pas par dégoût. Ouais. Déjà. Ok. Et après, pour moi, oui, en fait, mécaniquement, si tu veux, quand tu étudies les strates et tous ces trucs-là, mécaniquement, on est comme des chiens de Pavlov, on est conditionné à répéter des actions. Et en fait, je pense que ceux qui, peut-être, ont une mauvaise vision de ça, ou leur opinion par rapport à ça, je pense qu'ils n'ont pas bien pigé à quel point la mécanique, elle est puissante. Et moi, j'ai pratiqué énormément comme ça, on va dire, mécaniquement, tu vois, pour savoir, ok, à quel moment la personne, déjà l'idée même de fumer, elle apparaît. À quel moment même l'idée, elle commence à naître, tu vois. Mais c'est mécanique, parce qu'il y a bien un moment où ça commence, en fait. Et en fait, d'identifier mécaniquement, puis d'apprendre au cerveau à faire bifurquer, tu vois, comme l'aiguillage d'un train, ça, je l'ai fait énormément, et j'y crois beaucoup. Après, il ne faut pas faire que ça. Mécaniquement, pour moi, ça marche, genre, même beaucoup plus puissamment que ce que vous pensez imaginer, même. Par contre, derrière, ça peut amener d'autres problèmes, mais ça, c'est encore un autre problème. D'accord. Que tu dois prendre en compte en tant que praticien qui est arrêté de par fumer. exemple, si tu loupes quelle est l'histoire que la personne se raconte, oui, ça peut être très maladroit de faire ça, ou même un peu dangereux, tu vois. Ouais. Mais si tu prends en compte vraiment le système, l'écologie, quelle est l'histoire que ça raconte, etc. Et puis voilà. Et puis même, tu vois, tu prends quelqu'un qui fume, tu l'aides à arrêter. Si d'un coup il dit oui, mais je suis nerveux, bah tu pourrais dire très bien. Maintenant, on va traiter votre nervosité. Tu vois ? Ouais. Et puis voilà. Puis en fait, tu arrives en cascade. À un coup, il a arrêté de fumer, mais il est nerveux. Ensuite, tu traites sur sa nervosité, il est un peu moins nerveux. Et puis en cascade comme ça, au bout d'un moment, tu vois. Parce que moi, je crois beaucoup aussi à, tu vois, les gens. Il y a aussi peut-être quelque chose qu'ils ont manqué, ces mecs-là, c'est que quand les gens, ils se rendent compte qu'ils sont capables, c'est des dingueries ce qui se passe dans leur cerveau. Tu vois, quelqu'un qui pensait que s'arrêter de fumer, c'est impossible, et même s'il s'arrête, je dis n'importe quoi, tu vois, pour un gros fumeur, quelqu'un, il s'arrête de fumer pendant une semaine, mais ça peut être dingue déjà. Il se dit, mais en fait, je suis capable. Et ben, c'est ce truc-là, je pense, qu'il sous-estime dans l'équation. C'est d'arriver à valoriser, tu vois, même une semaine. Quelqu'un qui fume depuis 30 ans, il s'arrête même une semaine. Évidemment, après, il y a son propre regard sur la réussite ou l'échec. Mais en vrai, c'est déjà fou, quoi. Ouais, c'est-à-dire qu'une petite amélioration peut faire un effet boule de neige. Mais c'est pas qu'une amélioration, c'est de savoir que c'est possible. Savoir que c'est possible, ouais. Bah ouais. Tu vois, c'est comme les gens, tu vois, qui n'arrivent pas à parler en public. C'est les croyances, tu vois. Ils sont persuadés que ce n'est pas possible. Et en fait, moi, de les amener dans une zone où ils se rendent compte que ça l'est, je pense que c'est déjà ouf. Ouais, c'est quelque chose que tu fais beaucoup dans tes accompagnements. Ouais. Ok, je te remercie pour cette question. Question pour tous les PNListes déjà un peu pratiquants ou pas, ou les gens qui ont envie de se former, ou qui seraient vraiment intéressés par ça. Est-ce que déjà, toi qui as été formé par le côté un peu US, par le créateur directement, et ses bras droite et gauche qui sont les deux Laval, est-ce que tu dirais que c'est le même enseignement que tu as reçu du côté US qu'en France? Est-ce que au contraire, on a une autre vision de la PNL en France? Et comment bien se former en fait? Est-ce qu'il n'y a pas aussi des bonnes et des mauvaises formations? Bah écoute, tu peux prêcher ta paroisse. Hein. Non, pas du tout. Non, l'idée c'est juste enfin, tu vois, cette question me l'a posée plein de fois. Tu vois, des gens qui voulaient se former avec moi. Ouais. Ils me disent, mais qu'est-ce que vous pensez de l'école de Tartampion, tu vois? Et ne l'ayant pas faite, je suis désolé, mais je ne vais pas émettre un jugement ou une estimation sur un truc que j'ai pas fait. Donc en vrai, je peux pas dire. Moi, je peux que te parler de mon expérience à moi et des formations que moi j'ai fait. Le reste, j'en sais rien. Tu vois, j'ai pas le temps d'aller voir. T'imagines le temps? Une journée, c'est 24 heures, il faut dormir et tout. Hein, donc, bien sûr. Donc, s'il faudrait aller voir chaque personne pour faire chaque formation, pour se dire, en fait, ces formations, c'est trop long en fait. Donc, j'en sais rien. Et sur le côté US machin, pareil. Moi, en fait. Je ne sais même pas si c'est vraiment US versus France, tu vois. C'est plus. Moi, je pense que c'est vraiment l'individu, comment. Tu vois, qu'est-ce qu'il dégage, sa pédagogie. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Et c'est pour ça que je suis allé voir Bendler. C'est pas parce qu'il est américain, c'est parce que pour moi, il est trop fort, en fait. Et voilà. Techniquement? Ah ouais. Ouais, même humainement, même. C'est incroyable ce qu'il a fait. Enfin, tu vois, là, il y a encore une semaine ou deux, je regardais, tu vois, des vidéos, des trucs et tout. Et j'ai encore appris des trucs. Et c'est dingue, quoi, parce que ça fait 13 ans que je fais ça à très haute intensité,
Et je découvre encore des pépites. Et je me dis, mais putain, c'est incroyable. Ouais. Donc, faut regarder des vidéos de Bandler, moralité. Pour ceux qui lire parlent, des livres. ouais, carrément. Bah, pour ceux qui vraiment sont dans le champ, soit coaching, soit thérapeutique et tout. Ouais, après, c'est hyper profond et il faudra aussi arriver à décoder, tu vois, parce qu'il est hyper fort en storytelling. Sauf que, pareil, il y en a plein, ils me font marrer parce qu'ils ont une lecture genre... là, tu vois. Ah, Bandler, il fait ça, Bandler. Sauf que non, en fait, Bandler, ce qu'il fait, mec, t'as intérêt à avoir 10 ans de PNL pour comprendre ce qu'il fait. Hein, parce que je te jure, en fait, il imbrique, mais je sais pas combien de concepts les uns dans les autres du truc. Et quand il fait un truc, il n'est pas du tout en train de faire ce que toi, tu crois qu'il est en train de faire. Donc, mais bon, ça, tu l'as qu'avec l'expérience et les concepts. Et en fait, c'est ouf, quoi. Ouais, beaucoup de commandes cachées dans ce qu'il fait, ce genre de trucs, beaucoup de il discours. a un multi-level de communication. Et, alors, c'est difficile de donner, mais il fait au moins, mais vraiment minimum 20 trucs en même temps. Et je suis sympa quand je dis 20, à mon avis, c'est plus que ça. Ah ouais. Ouais. Donc, par exemple, il va essayer d'utiliser en même temps 20 outils différents pour faire passer Tu pourrais des dire trucs. que le storytelling, entre guillemets, est un outil. Ouais. Il storytell. Sauf que il storytell quoi après, je ne veux pas rentrer trop dans la technique, mais il storytell des trucs des années 75. Donc, il te fait une mini-régression. Il te raconte une histoire avec des distorsions du temps. Donc, tu vois, il fait déjà 3 trucs. Ensuite, il fait des commandes cachées. Ensuite, il fait des ancrages. Et encore d'autres trucs que je ne dirai pas, tu vois. Parce que c'est pas le moment. Ok, tu veux pas tout Ce dévoiler. sera que pour les... Très bien. Non, mais c'est même pas que je veux pas dévoiler, c'est que les gens, ils comprendraient même pas, tu vois. Ouais. Toi, tu pourrais, et des gens qui ont vraiment une grosse expérience pourraient, mais en vrai, il fait des trucs, Et pareil, là, les dernières vidéos de lui que j'ai vues, il parle de word density, enfin la densité du langage des trucs, mais c'est dinguerie, tu vois. Juste un petit parallèle, c'est un des trucs que j'ai redécouvert. Ouais. Tu vois, plein de fois dans ses formations, il te dit, tu vois, il fait une démonstration, et après il dit, au sujet, il lui dit, tu vois, là, tu es en train de te souvenir. Remember. Et il lui dit, moi, je veux pas que tu te souviennes, je veux que tu think, que tu penses. Et en fait, là, il crée une nette distinction entre remember et think. Et après, il brode, il explique. Mais juste ça a l'air de rien. Mais c'est une dinguerie. Mais c'est déjà un gros recadrage, il C'est sépare un le énorme concept. recadrage. Mais c'est même... C'est lié et divisé, quoi. Oui, mais c'est beaucoup plus puissant que ça. Parce que, en fait, même si tu vas dans les strates, c'est ce qu'ils font, les gens. Tu leur dis, par exemple, tu voudrais être comment la prochaine fois que tu parles en public. Mécaniquement, ils vont se remember d'une fois, évidemment, où ça s'est très mal passé. Et en fait, leur cerveau, il n'accède pas à la bonne porte. Et ça, c'est une des dernières dingueries que j'ai, on va dire, découvert avec un angle un peu différent, entre think et remember. Et en fait, ça veut dire qu'il apprend même au cerveau, via son phrasier, via son truc, à créer une nette distinction entre think, créer, et remember. Parce que c'est pas la même porte d'accès, et je pense même que même neurologiquement, c'est pas le même accès. Et ça, c'est une dinguerie, une petite pépite, tu vois, que j'ai redécouvert comme ça. Grâce à Richard. Ok. Cool. Ouais, est-ce que toi, il y a quelque chose de particulier que tu voudrais adresser à la fin de cette vidéo? Bah écoute, non, voilà, moi j'ai passé un excellent moment avec toi. On a appris plein de trucs, on a appris un plein de truc de trucs. malade. Et non, voilà, donc là en fait, quel est le but de cette vidéo? C'est du partage. Évidemment, c'est aussi une manière pour moi de faire du contenu, tu vois, et de me faire connaître. Donc le but, il est multiple, c'est simple, c'est pour tous les gens qui sont passionnés, avoir du contenu gratuit, accessible sur Internet et tout. Et pour ceux, évidemment, qui veulent aller plus loin, je ferai des ateliers particuliers, des capsules particulières ou des services particuliers, évidemment, qui seront du coup payants, puisque c'est mon boulot, tu vois. Il faut bien que tu manges. Que je mange à la fin du mois. Tu vois. Après toutes ces années de labeur et d'apprentissage. Du jeûne, tu sais. Du jeûne, oui. Non, donc voilà. Sinon, autre chose, pareil, si ça vous a plu, évidemment, apparemment, il faut le dire, call to action. Abonnez-vous, partagez la vidéo, voilà. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Hein. Et puis pareil, dans le lien de la description, alors je ne maîtrise pas encore, mais on mettra mon site internet ou des informations. Et puis voilà quoi.
Gilles Garnier, merci beaucoup. À bientôt. C'était un plaisir. Allez, ciao.